Sunday Night Production. Si comme moi, vous avez un peu relâché les chevaux, pourquoi pas vous donner un objectif pour remettre du cadre, remettre de la structure à vos entraînements, de faire les choses de manière moins décousue. Déjà, tout simplement parce que l'un des premiers bienfaits de la pratique sportive, c'est qu'elle renforce l'esprit, le mental. Et le sport nous permet aussi, entre autres, d'éviter ou au moins d'amenuiser. Moi, ça a été le cas aussi. Fini les routes, fini les quais de Seine à Paris, fini le bois de Boulogne. Maintenant, je m'entraîne en forêt ou dans les plaines. Et forcément, si tu rajoutes à ça le fait qu'il n'y ait pas eu de compétition. Parce que je pense, mais c'est valable dans toute chose, c'est valable en course à pied comme dans d'autres domaines, on ne réussit jamais aussi bien une chose que lorsqu'on comprend pourquoi on l'a fait et comment du coup on doit la faire. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de ceux qui souhaitent optimiser leur entraînement et leur préparation mentale pour faire moins d'erreurs et être plus performants. Chaque lundi, venez discuter entraînement et psychologie du coureur avec Guillaume et Fred, deux passionnés qui vivent la course à pied au quotidien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur pour un épisode un peu spécial puisqu'aujourd'hui nous allons parler du retour des compétitions. Mais après plus d'un an et demi de crise sanitaire où les coureurs et les coureuses ont dû s'adapter, voire bouleverser leurs pratiques sportives, sommes-nous vraiment prêts et prêtes à prendre le départ d'une course ? Notre rapport à la course à pied n'aurait-il pas changé après toutes ces péripéties et à quoi va ressembler le monde du running après le Covid? Eh bien, pour nous aider à répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Frédéric Bellouze, entraîneur du groupe Élite au Stade Français Athlétisme et co-animateur du podcast. Fred, comment vas-tu et est-ce que tu es prêt, toi, à recourir en compétition? Parce que je crois savoir, en tout cas si mes informations sont exactes, que tu as prévu de participer à une compétition dans les prochaines semaines. Alors bonjour à toutes et à tous, bonjour Guillaume, oui, prêt. Pour être honnête, je pense avoir été un peu forcé sur ce coup-là, mais c'est avec grand plaisir effectivement que comme tous les coureurs et les coureuses de France et du monde entier, on va reprendre le chemin des compétitions, raccrocher des dossards. Une période assez particulière comme tu le disais, parce que finalement l'enthousiasme est peut-être plus modéré que ce qu'on peut penser, donc on va voir ça ensemble. C'est assez surprenant. Ah, c'est vrai que cette reprise, elle a un petit arrière-goût. En tout cas, Fred, le 30 juin prochain, la phase 4 du protocole sanitaire de reprise des activités physiques et sportives va entrer en vigueur, ce qui veut dire que le sport amateur en compétition sera à nouveau autorisé pour tous les publics dans la limite de 2500 participants en simultané ou par épreuve. Pour les courses un peu plus grandes, il faudra certainement faire des sas, par exemple. Le 3 juillet prochain, ça marque aussi le retour d'une course bien connue des coureurs parisiens et franciliens. C'est l'Eco-Trail de Paris qui fait son grand retour et c'est vraiment une des grandes courses, le premier retour d'une des grandes courses. Du coup, Fred, est-ce que avec la fin des restrictions, avec la fin du couvre-feu et puis maintenant la reprise des compétitions, est-ce qu'on peut dire que c'est enfin le retour à la vie normale pour les runners ? Alors effectivement, Guillaume, il y a comme un parfum de retour à la vie normale. Il faut dire que les coureurs étaient finalement dans une situation un peu paradoxale, parce que au tout début de la crise, on était privilégiés, car même si la pratique sportive était très restreinte, on était quand même le seul sport à être autorisé pendant le confinement et notamment le premier confinement qui était le plus dur. Ça, faut déjà bien en avoir conscience. Et on a été finalement ensuite, en tout cas on a pu le vivre comme ça, on a été pénalisé en matière de compétition sportive, tout simplement parce que concentrer des milliers de coureurs, ou même des centaines, sans aller jusqu'à des milliers, sur une ligne de départ, n'était pas forcément compatible avec le respect des restrictions sanitaires et notamment les distances. Heureusement, avec les mesures sanitaires qui ont été prises durant cette année, même voire cette année et demie écoulée, et la campagne de vaccination qui s'est accélérée, le virus a perdu du terrain et on peut enfin organiser de nouveau des compétitions sportives pour le plus grand bonheur des organisateurs de courses et surtout des participants.
Effectivement, ça doit faire très plaisir aux organisateurs de courses, mais je me souviens que l'été dernier, si on se projette un an en arrière, on avait aussi eu une petite fenêtre de tir, alors qui certes était pas du tout comparable avec celle que nous vivons aujourd'hui, mais qui avait quand même permis à certains athlètes de pouvoir accrocher un dossard. D'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, mais l'année dernière, c'était vraiment très difficile de s'inscrire sur des courses parce que tout simplement, elles étaient toutes prises d'assaut par les coureurs qui cherchaient, les courses, qui n'hésitaient pas à faire des centaines de kilomètres des fois pour participer à des compétitions. Pourtant aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas. Il y a beaucoup de courses et même des courses assez prestigieuses, assez populaires, qui peinent à vendre des dossards. C'est une situation qui est complètement inédite dans le monde du running et qui surprend les observateurs parce qu'on s'attendait pas du tout à ça. Comment est-ce que toi tu peux l'expliquer ce peu d'engouement de la part des coureurs à retrouver le chemin des compétitions, en tout cas pour l'instant? Alors ça, c'est vraiment une question qui est très intéressante et qui, à mon avis, au final, est beaucoup plus sociologique qu'on ne le pense. Je m'explique, hein, je veux pas faire le grand philosophe ou le grand chercheur, mais quand même, on pourrait penser finalement que ce n'est qu'une affaire de pessimisme et que les coureurs ont peut-être une vision négative face à l'avenir et qu'ils préfèrent ne plus rien prévoir ou anticiper par peur de voir leur course annulée, comme ils l'ont vécu à de multiples reprises au cours de l'année écoulée. Pourtant, même si cet état d'esprit est certainement présent chez certains coureurs, certaines coureuses, moi, mon expérience personnelle me pousse à penser qu'on est quand même très éloigné de la réalité si on se dit cela. En effet, les coureurs et même, on va dire, les sportifs de manière générale sont au contraire beaucoup plus optimistes que la moyenne des gens. Déjà, tout simplement parce que l'un des premiers bienfaits de la pratique sportive, c'est qu'elle renforce l'esprit, le mental, et le sport nous permet aussi, entre autres, d'éviter ou au moins d'amenuiser nos blocages psychologiques, nos peurs, notre stress, les émotions incontrôlées. Et donc, le sport nous permet de mieux réagir aux pensées incessantes et négatives. Et du coup, quand on est sportif, on a plutôt tendance à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. On me trouvera toujours des contre-exemples et évidemment, il en existe évidemment, mais là, on parle sur une généralité, une globalité qu'on ne peut pas contester. Ouais, je partage complètement ton regard. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. C'est vrai que moi, l'année dernière, j'ai préparé le marathon de Paris, donc avant qu'il soit annulé. Et finalement, même quand la situation commençait un peu à devenir critique, j'ai continué ma prépa. Je suis resté vraiment dans une optique positive. Et il y a énormément de coureurs. La plupart des coureurs n'ont pas stoppé leur prépa et ont continué vraiment quasiment jusqu'au bout, parce que ils continuent à rester positifs. Et d'ailleurs, même chez les organisateurs de courses, je me souviens de l'Éco-Trail de Paris, du marathon de Deauville notamment, qui vraiment se sont battus coûte que coûte et pour ne pas annuler leur course. Ils l'ont annulé, mais vraiment quasiment à la dernière minute parce qu'il y avait, ils voulaient y croire, il y avait énormément d'espoir. Je suis d'accord avec toi, je pense que les coureurs et les coureuses sont des gens beaucoup plus positifs que la moyenne. Après, évidemment, il y en a toujours qui sont un peu plus pessimistes, mais généralement, moi, j'en croise pas beaucoup en tout cas. Non, effectivement, parce que comme on le dit, il y a cette force de persévérance, d'abnégation qui est propre. Alors pas forcément qu'aux coureurs, mais en tout cas dans les sports d'endurance, les sports qui sont des sports particuliers, sont des traits de caractère qu'on retrouve. Et du coup, le faible engagement des coureurs sur les compétitions actuellement proviennent de causes qui sont multiples et je pense vraiment personnelles. Chez certains, très concrètement, hein, le rapport à la course à pied, il a changé. D'autres ne se sentent tout simplement pas prêts physiquement et mentalement pour se lancer dans une prépa car moins bien entraînés. Ou au contraire, certains coureurs sont véritablement épuisés à force de s'être entraînés sans relâche et traversent une sorte de burn-out sportif actuellement. Moi, je pense très honnêtement qu'il va falloir un temps d'adaptation et même de transition pour retrouver l'effervescence des courses et que très probablement certaines choses risquent de changer dans le monde du running comme dans le reste de la société évidemment.
C'est très intéressant ce que tu dis, Fred, et je pense effectivement que c'est pas forcément un manque de conviction ou voilà une peur peut-être pour par rapport à d'hypothétiques annulations, même s'il y a un vrai risque. C'est pas ça, à mon avis, qui prime aujourd'hui. Je pense que ça semble assez évident qu'on ne retrouvera pas les coureurs dans le même état d'esprit et le monde d'ailleurs en général tel qu'il était en tout cas avant le Covid, parce que tout simplement, eh bien, on a traversé une crise et étymologiquement d'ailleurs, le mot grec crise, crisis, eh bien signifie qu'on traverse une étape qui nous pousse à prendre des décisions, à opérer des changements, avec l'idée aussi de faire du tri. Donc voilà, une crise, ça induit forcément un nouvel état d'esprit, du renouveau. Et ça, eh bien, on peut le constater, même si on sort un petit peu de la course à pied, on peut le constater dans nos vies quotidiennes. Par exemple, ceux qui, comme moi, ont vécu le confinement dans une grande ville, eh bien, on a eu envie de prendre le large et de déménager. Ça a été le cas pour moi, mais ça a aussi été le cas pour Pierre-Emmanuel, que tu connais, puisqu'il travaille avec nous dans le podcast, et lui aussi a déménagé pendant le confinement. D'ailleurs, une étude a révélé que 61% des habitants d'une métropole et de sa périphérie souhaitent s'éloigner de la ville lorsqu'ils vont déménager, pour celles et ceux qui envisagent de déménager prochainement. Et ça, bah forcément, ça a un impact sur notre pratique sportive. Je m'explique. Parce que quand tu déménages, eh bien, tu changes aussi tes lieux d'entraînement. Donc forcément, moi, ça a été le cas aussi. Fini les routes, fini les quais de Seine à Paris, fini le bois de Boulogne. Maintenant, je m'entraîne en forêt ou dans les plaines. Et forcément, si tu rajoutes à ça le fait qu'il n'y ait pas eu de compétition, eh bien, depuis quelques mois, eh bien, mon rapport à la course à pied, comme tu dis, il a évolué, il a changé. Je regarde un peu moins ma montre. Je n'hésite plus à m'arrêter. Par exemple, quand je vais croiser un chevreuil, un lapin ou un renard pour le regarder. Le côté en fait plaisir, le côté sport santé, le côté récréatif a pris plus de place. Alors ça ne veut pas dire que je vais plus m'intéresser à la performance. J'envisage évidemment de refaire des compétitions, d'aller chercher aussi des records et des chronos, mais c'est sûr que je vais avoir besoin d'une période de transition. Je vais avoir besoin, voilà, de remettre le pied à l'étrier tranquillement, de me donner peut-être des objectifs intermédiaires, puis voilà, de me remettre en selle enfin, tout simplement. Fred, est-ce que toi aussi tu as remarqué ce changement d'état d'esprit? Alors, soit chez les athlètes que tu côtoies ou même les athlètes que tu entraînes. Alors très concrètement, il y a plusieurs cas de figure, hein, parce que il y en a qui sont très bien sortis et ceux pour qui ça a été plus compliqué. Certains ont eu d'entrée de jeu beaucoup de mal à s'entraîner sans objectif. Moi, j'ai eu des athlètes comme ça, plus de compétition, je les voyais plus à l'entraînement, tout simplement. Hein, c'était aussi simple que ça. D'autres, du fait d'une situation personnelle qui leur a pris beaucoup d'énergie, du fait des conséquences de la crise sur leur activité professionnelle, leurs relations sociales, ont vu effectivement leur manière de s'entraîner largement modifiée. Je vais prendre un exemple qui certainement va se rapprocher un peu du tien. Moi, j'ai un de mes athlètes, et ceux qui vivent en région parisienne vont peut-être s'identifier, qui vit avec sa compagne dans un petit appartement parisien. Et du coup, au deuxième confinement, ayant déjà vécu le premier dans leur petit 2 pièces parisien, ont décidé de quitter Paris. Et du coup, ils ont migré, ils sont précisément partis en Vendée pour être dans un logement plus grand, puisque tous les deux télétravaillaient et c'était plus vivable. C'était plus vivable dans les conditions où ils étaient. Et du coup, tout ce temps-là, parce que ça a duré finalement du mois d'octobre au mois de juin actuel, tout ce temps-là, il s'est entraîné à distance, seul, sans piste. Donc du coup, inévitablement, la motivation, le rapport à la course change fondamentalement. D'autres ont tenu le choc toute l'année, parce qu'on l'a parsemé notamment de défis, de séances tests, mais arrivent en cette fin de saison épuisés mentalement, car en fait, ils ont beaucoup mobilisé de ressources mentales, et pas que pour le sport, hein, durant cette période, parce qu'il y a eu effectivement se motiver pour la course à pied, mais aussi, on l'a tous vécu, une situation professionnelle, personnelle qui pouvait être compliquée. Donc beaucoup d'énergie qui a été mobilisée et du coup arrive finalement en une fin d'année quasiment sur les rotules. Mais après, si on élargit un peu plus large que mon simple groupe d'entraînement, je pense qu'on peut distinguer vraiment différents cas de figure. Alors, pour les cas de figure positifs, on a déjà ceux qui font dans la reprise, ceux qui font de la piste parce qu'ils sont peu impactés, parce que les compétitions ont repris plus vite, le nombre est déjà plus restreint et donc il y a un élan naturel qui s'est créé. Après, il y en a qui inévitablement ont plus subi les choses. Par exemple, il y a ceux qui n'ont pas voulu changer leur habitude
et qui ont fini par perdre leur motivation, leur envie. Ceux qui ont gardé un rythme d'entraînement très soutenu et qui, je dirais, ont continué à faire des pieds et des mains pour s'entraîner coûte que coûte et qui sont bien malheureusement maintenant épuisés, voire proches du burn-out. Et c'est là que ça peut être plus grave malheureusement. D'accord, donc en fait, selon toi, tout simplement, les athlètes qui ont su s'adapter en faisant évoluer leur manière de s'entraîner, alors soit en travaillant spécifiquement la vitesse, du seuil, de l'endurance, en intégrant peut-être aussi des challenges, des courses virtuelles, ça s'est beaucoup fait, et peut-être aussi, voilà, en essayant de prendre un peu de recul sur leur pratique, eh bien, ont peut-être mieux vécu cette crise-là. Ensuite, bah, tu as toutes celles et ceux qui, sans compétition, ont perdu complètement leur motivation, et comme tu as dit, bah, ceux-là, tu les as carrément plus vus à l'entraînement. Et puis, tu as ceux aussi qui, malheureusement, n'ont pas forcément voulu s'adapter, ont continuer un peu leur routine d'entraînement coûte que coûte et qui bah du coup ont peut-être laissé un peu de fatigue mentale à s'entraîner comme ça sans objectif réel, sans but réel et du coup voilà ça a pu les épuiser. D'ailleurs je rebondis sur un terme que tu as dit, tu parles de burn-out sportif. Alors on va faire une petite parenthèse, mais je pense que ça peut être intéressant parce que c'est un mot qu'on entend de plus en plus, le burn-out sportif. C'est pas quelque chose finalement qui est réservé qu'au monde du travail. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit? Alors pour être concret, hein, le syndrome de surentraînement sportif, qu'on appelle aussi burn-out sportif, est un phénomène qui touche principalement les athlètes de bon niveau et de haut niveau qui exercent le plus souvent un sport d'endurance. L'excès d'activité physique épuise le corps et aussi les neurones et l'athlète n'arrive plus à être performant et à récupérer et du coup il rentre dans un cercle vicieux puisque il voit qu'il est en train de régresser, qu'il a de moins en moins envie et souvent sa réponse va être d'y aller encore plus dur et de surcharger encore plus. Donc il nourrit finalement cette fatigue et ce burn-out. Voilà, il faut se dire qu'heureusement, c'est un phénomène qui est plutôt rare, mais qui arrive. Et là, il est quand même important de bien distinguer la surcharge d'entraînement avec le surentraînement qui, lui, peut conduire au burn-out sportif. Parce que, en fait, souvent, on entend les gens qui disent qu'ils étaient surentraînés alors qu'ils étaient juste en surcharge d'entraînement. Par exemple, le surentraînement suppose que vous êtes arrivé dans une situation extrême à l'instar de la dépression et c'est pour ça que on parle de burn-out sportif parce que vous êtes vraiment je vais dire dans une dynamique dépressive. Alors que la surcharge d'entraînement, elle serait plus comparable aux effets du coup de blues passager, notamment le coup de blues hivernal quand il fait un peu moins beau, qu'on a un peu moins envie de tout faire, qui est pas forcément agréable. Mais on refait surface rapidement, alors que le surentraînement et le burn-out sportif peut mettre plusieurs semaines, voire mois, et dans les cas extrêmes, années, à être vraiment corrigé et qu'on puisse faire chemin inverse. Merci beaucoup pour tes éclairages, Fred, et cette définition. C'est vrai que malheureusement, le phénomène de burn-out sportif, c'est quelque chose qui est en recrudescence depuis quelques années. Et d'ailleurs, il y a pas mal de personnes voilà, qui ont tiré la sonnette d'alarme sur ce phénomène-là depuis le Covid. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu contradictoire. Enfin moi, c'est vrai que je trouve ça un petit peu étrange parce que comme tu n'as plus de compétition, et la compétition, généralement, ça génère beaucoup de fatigue, eh ben, les athlètes auraient dû être moins fatigués. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène de burn-out? Parce que ça peut être un peu contradictoire avec ce qu'on vit en ce moment où normalement il se passe pas grand-chose. Et en fait, c'est parce que les choses sont pas si simples que ça et elles ne sont pas aussi linéaires. En fait, il faut bien comprendre que les compétitions, elles permettent avant tout de construire une saison. On va planifier des phases d'entraînement, de charges d'entraînement, d'affûtage et surtout du repos pour permettre aux coureurs de bien récupérer après une compétition ou d'arriver frais sur la compétition. Et du coup, en l'absence de course, beaucoup de coureurs ont négligé ces phases de repos, qu'elles soient d'affûtage ou de régénération après compétition, parce que simplement, ils pensaient peut-être ne pas en avoir besoin, et du coup, ils ont enchaîné des semaines d'entraînement sans véritable plan, sans forcément semaine de relâche, sans jamais se laisser le temps de régénérer, d'intégrer l'entraînement qu'ils venaient d'effectuer. Et du coup, si tu rajoutes à ça la crise du Covid qui a pu avoir chez un certain nombre des impacts sur la vie pro, sur la vie perso, eh bien, ça peut vite faire déborder le vase, comme on dit, et conduire à un réel burn-out dans toutes les dimensions, parce que finalement, l'échappatoire que pouvait être la vie de famille ou le travail ou le sport ne sont plus des échappatoires et nourrissent finalement
ce système où on est en surcharge permanente et on n'a aucun temps de respiration et on arrive très concrètement à cette situation de burn-out. Ce que tu décris, Fred, ça fait vraiment écho à un témoignage qu'on a reçu de la part d'un de nos auditeurs qui fait beaucoup de compétitions et qui justement qui nous a écrit pour nous expliquer qu'il il est pas forcément très très bien en ce moment, notamment depuis la crise du Covid. Alors lui, il s'est pas arrêté pendant le confinement. Il expliquait qu'en fait, tout simplement, il avait peur s'il arrêtait de pas pouvoir reprendre la course à pied parce que ça aurait été trop dur après tant d'arrêts et du coup de décrocher complètement. Il avait peur aussi de reprendre du poids. Donc il s'est dit que c'était beaucoup plus simple pour lui de continuer à maintenir son intensité d'entraînement. Comme ça, pour lui, il prenait pas de risque. Coûte que coûte, il a continué et puis finalement, il arrive à la fin du confinement et il a un vrai coup de mou. Donc c'est exactement ce que tu décris. Et tu as raison, il faut être vigilant par rapport à ça. Ouais, alors c'est typique de la personne qui, sans objectif, n'a pas suffisamment confiance en elle, dans sa capacité à se mobiliser, à mobiliser ses ressources pour aller faire du sport, pratiquer son activité favorite, et qui peut-être ne l'oriente pas assez aussi du côté plaisir et ne se reconnecte pas finalement aux raisons principales de sa pratique. Et du coup, il reste accroché à sa branche en se disant tant que je la tiens, je la tiens et je ne serai pas obligé d'en saisir une autre. Et à un moment, la branche finit par casser et la personne qui était dessus avec. Mais c'est un phénomène assez classique où les gens n'avaient pas peur de pouvoir remettre la pièce, on va dire, remettre la pièce dans le jukebox pour repartir, et du coup n'arrêtaient jamais. Mais finalement, là, c'est le corps dans toutes ces dimensions physiques et psychologiques qui les ont stoppés. Effectivement, Fred, et d'ailleurs c'est pour ça, parce qu'il y a le Covid, mais il y a aussi chaque année, toi tu recommandes souvent aux coureurs et aux coureuses de faire une coupure estivale ou hivernale en fonction des compétitions auxquelles ils prévoient de participer durant la saison, mais pendant 2, 3, 4, voire 5 semaines de ne plus courir, de vraiment couper avec le running pour pouvoir se régénérer, pour pouvoir prendre du recul, faire le vide. C'est des choses qui sont extrêmement importantes. Certaines personnes ne le font pas parce que justement ils ont peur de perdre trop de niveau et pas pouvoir revenir. C'est vrai que c'est dur. Parce qu'il y a toujours 2-3 semaines où il faut se réathlétiser son corps, mais c'est quelque chose sur le long terme, si on veut vraiment durer sur le long terme, qui est extrêmement bénéfique. Donc n'hésitez pas à le faire. On aura l'occasion d'en reparler d'ailleurs des bienfaits des coupures et du repos peut-être dans un autre épisode. Fred, il y a une question qu'on peut se poser maintenant, c'est qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que alors certes, toi tu as coaché des athlètes, je sais, qui ont profité de cette période pour travailler leur vitesse, travailler leur seuil, travailler aussi leur endurance, et du coup maintenant ils sont prêts à en découdre. Donc pour eux, on va dire que la suite logique, c'est de participer à une compétition pour celles et ceux qui le veulent. Mais il y a aussi les gens qui, comme moi peut-être, moi j'ai déménagé, j'ai changé de vie, j'ai pris un petit peu de poids, je me suis laissé un peu aller. C'est vrai que je me suis un peu moins pris la tête avec les entraînements. Mais maintenant, j'ai envie de me remettre en selle, j'ai envie de réavoir des sensations, j'ai envie de restructurer aussi ma pratique parce que là, c'est beaucoup trop décousu et j'aime pas ça. Il y a celles et ceux aussi, peut-être qui sont fatigués maintenant, qui aimeraient se relancer. Qu'est-ce que tu nous conseilles de faire globalement? C'est quoi la stratégie qu'on doit adapter? Est-ce qu'on doit se réinscrire à des compétitions, raccrocher un dossard? Qu'est-ce que tu nous conseilles? Est-ce que c'est une bonne chose de faire ça? Alors, je te dirais oui, mais en fait, il faut vraiment se comporter comme si vous étiez en début de saison. C'est-à-dire que vous avez beau vous entraîner depuis des mois, ça reste une reprise de compétition. Donc, soyez patient et indulgent avec vous par rapport à vos objectifs et surtout, sachez vous reconnecter avec le simple plaisir d'accrocher un dossard, de ressentir cette adrénaline si spécifique aux compétitions et je dirais tout simplement profiter et même, parce que je conseille quand même de s'inscrire si on le souhaite évidemment, si on a ce goût-là, de s'inscrire à des compétitions, mais faites-le sur des distances non officielles, non conventionnelles. On trouve toujours une petite course par-ci par-là qui fait 5,3 km, 16,1 km ou des courses nature ou des trails plutôt courts évidemment, où l'idée c'est d'être sur une course où vous n'avez aucun repère. Donc du coup, vous ne comparerez pas avec des courses que vous avez pu faire avant crise. Et pareil, ce sont des courses, puisque vous n'avez pas de repères, sur lesquelles vous pourrez partir pleinement à la sensation. Il faut vraiment se dire qu'on est dans une phase de reprise, même si vous êtes entraîné, la compétition reste quelque chose d'à part entière. Et encore plus, si durant
cette période, vous n'êtes pas vraiment entraîné, dans ce cas-là, laissez-vous le temps de reprendre, de faire une vraie reprise sportive et ne vous jetez pas sur le premier dossard venu parce que vous ne serez tout simplement pas prêt. Moi, je dirais que cette première phase passée, vous pourrez ensuite restructurer un entraînement autour d'objectifs plus concrets et officiels, notamment avec la rentrée de septembre, octobre, novembre, qui sera, elle, riche en compétitions et notamment sur les compétitions les plus prestigieuses d'entre elles, notamment les marathons, les semi-marathons. Et là, on aura eu le temps de bien se préparer. Il faut pas se dire que bon, bah, c'est la reprise, on y va tout de go et on se lance comme ça, parce que c'est le meilleur moyen de rentrer directement dans le mur et de finalement encore plus se décourager. Partez comme si c'était, hop, le début de saison et que ça reprenait maintenant. Très bien, donc on ne se précipite pas sur le premier dossard si on n'a pas forcément suffisamment de caisse, d'endurance, de fond, de vitesse. Il vaut mieux passer par une phase de réathlétisation et ensuite on peut, pourquoi pas, à la rentrée en septembre, en octobre, en novembre, il y a plein de courses qui vont se tenir et donc se lancer sur un objectif où on va pouvoir avoir 8-12 semaines de préparation. Après évidemment, l'idée, si vous avez vraiment pas couru entre guillemets, mais pas travaillé de manière spécifique, c'est pas forcément de se donner un objectif qui soit trop ambitieux. Moi, ça va être mon cas. Par exemple, sur ce semi-marathon, je vais essayer de retrouver des sensations, mais pas forcément y aller dans le but de battre mon record. Et puis, l'idée, c'est vraiment de profiter de ça pour remettre de la structure, remettre un cadre à nos entraînements. Fred, il y a quand même un élément à prendre en compte si on doit s'entraîner pour un objectif en septembre ou en octobre, c'est qu'on va devoir se préparer l'été. Et donc l'été, il va faire chaud, voire même il va faire très chaud. Est-ce que tu penses que c'est vraiment possible de préparer un semi-marathon ou un marathon en été, au mois de juillet, en plein mois de juillet ou en plein mois d'août ? Alors moi je te dirais oui, c'est possible et c'est évidemment possible. Et je prendrai un autre grand marathon, le marathon de Berlin qui a lieu fin septembre, oblige tous les athlètes à s'entraîner l'été. Et le marathon de Berlin a 40 000 participants. Donc c'est possible. Par contre, il faut évidemment s'organiser puisqu'on va pas forcément s'entraîner aux mêmes horaires, notamment le soir en pleine chaleur et notamment dans les agglomérations, au moment où l'air est de la plus mauvaise qualité. On va privilégier les entraînements le matin. Alors, c'est pas forcément toujours facile avec son emploi du temps professionnel et même ses activités personnelles, familiales. Mais du coup, il va falloir s'organiser, privilégier souvent les grands entraînements, mais ça, c'est déjà le cas, plutôt le week-end, puisque on a plus de facilité à gagner sur la matinée que un jour de semaine où il va falloir être au bureau ou à son activité professionnelle à 8-9 heures. Ensuite, il va falloir mettre en place les stratégies d'hydratation et d'alimentation qui sont complémentaires pour une bonne récupération et pareil pour le sommeil. Il y a un autre élément, lorsqu'on s'entraîne l'été, on s'entraîne aussi souvent pendant les vacances, donc vacances scolaires et pour un certain nombre, vacances familiales. Et du coup, si vous faites ce choix, bien cadrer les choses, fixer les choses avec votre environnement familial ou amical, si c'est le cas, afin d'être clair sur peut-être que cette année va être une année particulière où ça va être des vacances, mais ces vacances seront aussi consacrées à votre entraînement, parce qu'il est nécessaire que si on suit cette voie, tout le monde y participe et qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises, et que personne ne se sente aussi imposé un choix que vous pourrez faire, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une concertation si vous voulez que les choses se passent de la meilleure manière possible. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre toutes les cartes dans vos mains pour réussir cette préparation, et des milliers de coureurs le réussissent chaque année, donc il n'y a aucune raison que vous, si c'est le choix que vous avez fait pour cette année, vous n'y arrivez pas. Il faut juste savoir que ça se fait avec un minimum d'organisation et de préparation. Très bien, donc c'est tout à fait possible de préparer une compétition en plein été. Après, le maître mot, ça va être évidemment l'adaptabilité. Il va falloir adapter votre objectif à votre forme du jour, adapter vos entraînements aux conditions climatiques, adapter vos entraînements à votre vie de famille. Le maître mot, vraiment, c'est l'adaptabilité. En même temps, avec le Covid, je pense que question adaptation, on sait faire et on est capable de franchir tous les obstacles qui se dressent devant nous. Donc, il ne faut pas hésiter à soit mettre à profit vos entraînements
d'entraînement pendant le confinement, pour le concrétiser avec une compétition. Si vraiment, voilà, vous vous êtes entraîné, vous avez fait les choses bien. Si comme moi, vous avez un peu relâché les chevaux, pourquoi pas vous donner un objectif pour remettre du cadre, remettre de la structure à vos entraînements, de faire les choses de manière moins décousue, pas se poser la question, tiens, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Est-ce que j'y vais pas? Non, bien vous avez un plan d'entraînement, vous vous y tenez, et ça, je vous assure que c'est extrêmement motivant. Et puis, si vous n'avez pas la chance d'être dans un club d'entraînement, bonne nouvelle, Fred, tu vas proposer des plans d'entraînement pour le semi et pour le marathon. C'est vrai que ça fait, je crois, depuis les premiers épisodes du podcast qu'on nous demande ces plans-là. Et bien maintenant, c'est chose faite. Dans la tête d'un coureur, vous propose de vous accompagner avec tout le savoir-faire et aussi les convictions qu'on partage en matière d'entraînement dans le podcast. Fred, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces plans d'entraînement que tu proposes? Les plans vont ressembler à quoi? Est-ce que c'est adapté à tous les niveaux? Est-ce que c'est personnalisé? Et combien de temps ça va durer aussi ces plans d'entraînement? Alors très concrètement, hein, pour la durée, je suis resté très classique parce qu'en fait les classiques ont une base solide et qui se vérifie dans la pratique. C'est-à-dire que sur le SMI, je suis parti sur une base de 8 semaines d'entraînement, et pour le marathon sur une base de 12 semaines. Après, voilà, le programme marathon cette année a été un peu calé avec l'actualité sur le marathon de Paris, donc débutera le 26 juillet. Et pour le semi, c'est calé sur le semi de Paris et donc débutera le 12 juillet. Mais après, si vous faites d'autres marathons, les plans seront évidemment disponibles. Avec, j'en profite, une petite particularité sur le plan marathon, et notamment pour préparer au mieux le marathon de Paris qui sera pour un grand nombre un objectif de cet automne 2021. On sera accompagné de Christelle Donnet qui a établi son record de France sur ce parcours-là et qui est championne d'Europe du marathon et qui avait également fait une 3e place à New York. Donc voilà, on vous détaillera ça dans les offres, hein, n'hésitez pas à regarder. Après, est-ce que c'est personnalisé? Oui. Et j'insiste pour la nuance, c'est personnalisé mais pas individualisé. Je vais m'expliquer. On a énormément de gens qui suivent nos programmes, plus de 500. Très honnêtement, on n'a pas la capacité de pouvoir faire à la virgule près pour tout un chacun. Et on a l'honnêteté de le dire parce que ce n'est pas honnêtement possible. En tout cas, si on vous dit un entraîneur le fait, c'est très compliqué. Donc voilà, mais c'est personnalisé dans le sens où les allures sont adaptées en fonction d'un test qu'on vous propose. Et idem, le nombre de séances et comment vous placez vos séances sont à votre main. Alors, comment vous placez vos séances, comment vous les répartissez, l'ordre par contre est fixé parce que il y a des logiques de récupération et d'assimilation entre les différentes séances. On ne les place pas n'importe comment au cours d'une semaine, au cours d'un cycle. Mais par contre, une fois, par exemple, si vous avez 3 séances à faire, vous pouvez aussi bien les placer lundi, mercredi, vendredi que mardi, jeudi, dimanche. Il n'y a pas de jour imposé. Et le nombre d'entraînements par semaine, c'est vous qui le choisissez. Et du coup, le programme est construit en fonction du nombre de séances que vous faites. Parce que de manière assez logique, et ça tout le monde le comprendra, quelqu'un qui va s'entraîner 5 à 6 fois par semaine pourra beaucoup plus charger que quelqu'un qui s'entraîne 3 fois par semaine. Voilà. On vous propose aussi, à partir du test que vous aurez fait, une prédiction sur le temps que vous pouvez réaliser sur semi ou marathon. Ou si vous avez déjà une idée assez précise et qui est réaliste, vous entrez dans le logiciel qu'on utilise pour le suivi des personnes qui suivent nos programmes, le temps que vous souhaitez réaliser, et on adapte les séances en fonction, les allures des séances en fonction de cet objectif-là. Alors, il y aura évidemment des séances de course à pied, une grande importance des séances en endurance fondamentale et des sorties longues. Évidemment, beaucoup de seuils et d'allures spécifiques marathon pour la partie marathon. Très peu, mais il y en aura quand même, très peu de VMA, mais il y en aura quand même évidemment pour faire des rappels et pas perdre cette dynamique-là. Mais on n'est pas dans une période de développement de la vitesse maximale aérobie. Donc la séance de fractionné à très haute intensité systématique chaque semaine n'est pas présente dans mes plans pour ce type de programmation. Également présentes les séances de musculation auxquelles je suis très très attaché. Pour celles et ceux qui nous suivent, vous le savez déjà, et donc c'est inévitable que ça soit présent dans votre préparation.
Merci beaucoup Fred pour ces explications. Vous l'avez compris, hein, on a décidé de lancer, alors c'est pour faire un clin d'œil, mais les dates de lancement officielles, c'est calé sur le semi-marathon de Paris et le marathon de Paris. Après évidemment, si vous avez prévu de courir une autre compétition, il n'y a aucun problème. Il vous suffira d'activer en fait votre plan 8 semaines si c'est un semi ou 12 semaines avant votre marathon et ça s'adaptera à la course que vous souhaitez faire évidemment. Fred, il y a aussi un élément que tu n'as pas précisé mais que moi je trouvais extrêmement intéressant, c'est que tu proposes pas seulement des plans d'entraînement en fait un peu bête et méchant. Il y a aussi énormément de contenu autour de la compréhension de ce qu'on fait, du but des séances, de la compréhension de l'entraînement. Tu donnes aussi des conseils en matière d'autodiscipline, en matière de gestion de l'agenda, comment on peut s'organiser. Enfin, il y a énormément de contenu aussi vidéo pour accompagner les coureurs dans cette échéance-là et vraiment faire en sorte que ce soit une aventure humaine. Pour toi, est-ce que c'est important vraiment de donner du sens à ce qu'on fait, de comprendre pourquoi, quel type de séance, qu'est-ce que ça va nous apporter, comment ça va nous faire progresser? Est-ce que vraiment ce côté pédagogique pour toi il est important quand on fait une course parce que ça intéresse pas forcément tout le monde? Bah, pour moi, c'est fondamental parce que je pense, mais c'est valable dans toute chose, hein, c'est valable en course à pied dans d'autres domaines, comme dans d'autres domaines. On ne réussit jamais aussi bien une chose que lorsqu'on comprend pourquoi on l'a fait et comment du coup on doit la faire. Effectivement, il y en a qui suivent les choses de manière un peu mécanique. Et qui sont dedans, voilà, qui réfléchissent pas trop. L'idée, c'est pas de rendre chaque athlète entraîneur. C'est pas l'idée parce que sinon ça demanderait un peu plus de travail. Mais au moins comprendre pourquoi je fais tel type de séance, comment je dois le faire, et si j'ai des difficultés dans tel type de séance, bah qu'est-ce que ça peut vouloir dire, comment je dois m'y prendre pour affronter cette difficulté. Voilà, c'est autant de questions que je sais par expérience que les athlètes se posent au quotidien quand ils font leur séance. Mais pourquoi je fais ça, mais pourquoi il a mis telle allure, mais est-ce que je cours pas un peu trop lentement là, ou est-ce que je cours pas un peu trop vite à tel ou tel moment. Il faut bien qu'on le comprenne, parce que si on commence à se questionner et pas avoir de réponse à ces questions-là, on peut instiller du doute dans ce qu'on est en train de faire, et tout le monde sait que lorsqu'on commence à mettre du doute dans une action qu'on est en train de mener, bah, c'est le meilleur moyen pour qu'elle n'aille pas au bout, ou en tout cas qu'elle n'y aille pas de la manière dont on le souhaitait. Donc vraiment, l'idée, c'est la compréhension, déjà pour rendre les choses plus intéressantes, mais aussi beaucoup plus efficaces. Eh bien, pour toutes celles et ceux qui souhaitent être coachés et suivis par Fred, on vous invite à vous rendre sur notre site internet www.danslateteduncoureur.fr dans la catégorie DTDC Training, et vous trouverez en fait tous les renseignements sur les programmes de Fred. Avant de passer à l'instant lifestyle, Fred, j'aimerais te poser une question. On a parlé un peu de l'impact du Covid sur le monde des compétitions. Et si on essaie de se projeter un petit peu plus loin, est-ce que tu penses que finalement, ça va changer aussi les compétitions, la manière dont on les organise, la manière dont on les vit aussi? Est-ce que aussi en termes de plan d'entraînement, justement, là tu parles du digital, le fait que aujourd'hui on peut être suivi via des applications, via Internet, on a beaucoup de data aussi, et ça c'est vrai que c'est quelque chose que les coureurs apprécient de plus en plus parce qu'il y a une vraie flexibilité dans les entraînements. Du coup, est-ce que tu penses qu'on doit s'attendre à des changements, des bouleversements dans la manière dont on court en compétition, par exemple? Alors, bouleversement, je sais pas, mais des changements inévitables, je pense, parce que c'est la crise qu'on a traversée a impacté tous les domaines, et le domaine sportif n'est pas exempt de cet impact-là. On l'a tous constaté, le grand manque qu'il y a eu durant cette crise, c'est le lien social, c'est le lien entre les individus, et donc les organisateurs de courses ne vont plus pouvoir, je pense, se positionner en simple donneur de dossard et chronométreur sur une distance. C'est-à-dire qu'il va falloir créer du lien avec les participants à la course en amont, en aval. En amont, en les préparant, on voit un certain nombre de courses telles le marathon de Paris ou le semi-marathon de Paris qui ont mis en place des vidéos, des programmes d'accompagnement en amont, et qui préparent des choses pour l'après-course aussi. On voit bien que l'idée, c'est de fédérer une communauté, et je pense que les gens sont en recherche de cela, une communauté autour de la course. C'est pas simplement venir, je viens, je prends mon dossard, je cours, puis après je rentre, et puis voilà, et c'est terminé. L'autre évolution,
Alors, il y avait déjà un grand boom du trail en France, mais je pense qu'aussi avec ce besoin d'être plus en relation avec la nature et aussi tous les gens déjà qui ont quitté le milieu urbain parce que confinés, parce que télétravail, vont peut-être être aussi plus attirés par ce format de course qui, elles non plus, hein, à l'instar de ce que je viens de dire sur les courses route, n'échapperont pas à cette dynamique de création de communautés, tout simplement, notamment autour de marques, comme on le voit avec l'UTMB, qui est une marque très forte et qui développe tout un tas d'accompagnement pour les gens qui participent aux événements UTMB, qui eux, en plus, se multiplient et se diversifient avec des distances toujours différentes et plus ou moins accessibles suivant votre niveau. Donc, je pense que c'est le lien direct entre l'organisateur et le coureur qui se développe et va être à se développer, et l'organisateur a développé le lien entre les différents participants à travers des préparations, peut-être à travers des rencontres et des événements particuliers en amont ou en aval de l'événement ou au moment T de l'événement. Mais ça, globalement, ça existait au moment T, donc il va falloir organiser tout le reste. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on s'inscrit à une course, on veut vraiment vivre une expérience. On attend aussi l'organisateur qui puisse nous conseiller, qui puisse nous coacher, qui puisse partager avec nous des bons plans. Finalement, une préparation pour un marathon, par exemple, c'est 3 mois. Donc, on a envie d'être en contact avec notre événement pendant les 3 mois où on se prépare. Ça semble assez évident. Le trail, c'est clair que c'est quelque chose qui va forcément se développer. Je suis complètement d'accord avec toi sur cette partie-là également. Et pour finir, je pense qu'il ne faut pas négliger le volet écologique et notamment l'impact carbone des courses, puisque la période qu'on a traversée nous a mis aussi face à certaines problématiques de cet ordre-là, du développement durable, du développement responsable. Et les organisateurs de courses, un certain nombre avaient commencé à s'investir dans le domaine. Et en tout cas, maintenant, ça me semble un passage obligé pour toutes et tous, parce que ça répond aussi à des attentes et les participants à des compétitions, je pense, ne veulent plus être de simples consommateurs de dossards, mais être aussi acteurs d'une course qui peut-être est en résonance avec des convictions qu'ils peuvent avoir sur ces domaines-là. Alors là, c'est clair que ça va être un enjeu extrêmement important pour les organisateurs de courses. D'ailleurs, ils l'ont pris heureusement au sérieux cet enjeu-là et c'est très bien. Donc, si les courses sont plus vertes et respectueuses pour la planète, franchement, ce sera top. Fred, écoute, je te propose qu'on passe à l'instant lifestyle si tu es OK. Je suis OK, allons-y. L'instant lifestyle, chaque mois, on vous dégote les bons plans du monde de la course à pied. Fred, qu'as-tu trouvé pour nos auditeurs chéris ? Alors, j'ai quelque chose de très original pour le coup, et ça va pas être un livre, ça va changer. Je vais vous envoyer sur une chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Sylvain Sébron, qui est un entraîneur du côté d'Angers, qui a une chaîne qui s'appelle Courir comme un pro. Et Sylvain a réalisé un documentaire sur Steve Prefontaine. Alors, Steve Prefontaine, c'est un coureur un coureur américain des années 60-70, qui est un peu une sorte d'icône du monde du running, mais que tout le monde ne connaît pas forcément. Et en plus, il y a une particularité, il y a 2 films qui ont été faits sur Prefontaine, plusieurs documentaires, aucun en français. Et là, Sylvain s'est attelé à la tâche et a réalisé un mini-documentaire de quasiment 30 minutes, 28 minutes et 9 secondes exactement, sur Steve Prefontaine, son histoire, ses défis, sa personnalité, tout ce qu'il était et tout ce qu'il a traversé. Et c'est vraiment, je pense, pour les amoureux de course à pied en France, un documentaire à voir parce que c'était un personnage à part. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop, mais je ne vais pas non plus dire toute l'histoire de Prefontaine, c'est quelqu'un qui est très lié à la fameuse marque à la virgule, parce que c'est quelqu'un qui a été entraîné par Bowerman, le célèbre entraîneur cofondateur de Nike. Et Prefontaine avait ce côté un peu dandy, un peu dandy à l'américaine et un peu provocateur. Et lui, en fait, il voulait pas simplement gagner, il voulait marquer le monde de la course à pied. Et notamment, il disait que
gagner, il fallait gagner avec panache. Il fallait que quand ils franchissent la ligne d'arrivée, ils vomissent ses tripes et ils n'en puissent plus. C'était vraiment l'inverse de tout ce qui est course tactique qu'on a pu voir se développer avec le fil du temps, qui existait déjà à l'époque. Attention, il faut pas non plus se leurrer sur ce qu'était l'athlétisme à l'époque de Préfontaine, mais vraiment il avait ce côté vraiment dandy, provocateur, fine moustache, coupe mi-longue à rouler en corvette, voyez très bien à la Steve McQueen. C'est un peu ça, Steve Prefontaine. C'est vraiment un personnage à part entière. Donc vraiment allez voir ce documentaire sur la chaîne YouTube, Courir comme un pro de Sylvain Sebron. Bah écoute, je vais aller regarder ce documentaire avec beaucoup d'intérêt. C'est vrai que Steve Prefontaine, c'est un peu une icône. Alors, il est très connu aux États-Unis, mais c'est limite, tu as un peu Michael Jordan ou Mohamed Ali dans la boxe. Et Steve Prefontaine, c'est un peu une icône vraiment dans le monde du running là-bas, quoi. C'est un personnage qui est très haut en couleur et qui est iconique. C'est exactement ça, puisqu'en plus il correspond bien un peu à l'idée qu'on peut se faire de certaines idoles, c'est-à-dire la personne qui avait toutes les qualités en main pour dominer son art, qui peut-être avec moins de fougue et plus de calcul aurait eu des résultats différents, mais il avait ce caractère-là et qui finalement a eu s'est fait faucher et n'a pas pu aller au bout. Donc c'est vraiment la personne vraiment fauchée en plein élan et qui aurait dû réussir. Et donc c'est un peu pas l'ange déchu, mais on n'est pas loin de ça. Donc c'est vraiment le gars qui a vécu avec ses vraies convictions, qui était assez fort en gueule et qui divisait énormément, même aux États-Unis. Hein. Je raconte juste une petite anecdote. À l'époque, lors des trials, ces fameuses sélections américaines, il y avait des adversaires qui avaient confectionné des t-shirts anti-pré. Pré, c'était son surnom. Donc vraiment, en gros, c'est comme si vous alliez à une course et que il y a des gens qui portent des t-shirts contre un coureur. C'est des choses qu'on n'a jamais revues dans l'athlétisme à quelque niveau que ce soit. Donc c'est vous dire l'engouement qu'il y avait autour de ce personnage qui ne laissait pas indifférent en tout cas. Mais là, on va pas en dire plus, que vous sentez que le sujet me passionne et à chaque fois je lâche une nouvelle anecdote. Donc je vais m'arrêter là et je vais te demander à toi, Guillaume, qu'est-ce que tu nous as trouvé de beau pour ce mois-ci? Eh ben écoute, alors ça va être deux petites choses. Je vais vous parler déjà d'une application, Alors on parlait tout à l'heure de l'entraînement en été et de ses contraintes. Et il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas précisé, mais c'est que l'été malheureusement c'est aussi souvent synonyme de pic de pollution parce que l'été ou l'hiver d'ailleurs, parce que souvent quand il fait très chaud ou très froid, eh bien malheureusement la pollution s'emballe. Et si comme moi peut-être vous avez fait des allergies, moi c'est mon cas, vous allez vous soucier un peu plus de la pollution. Alors moi depuis que j'ai déménagé à la campagne, je suis un peu moins confronté à ce problème, heureusement. Mais si vous voulez savoir dans votre ville si l'air est bonne et surtout à quel moment de la journée l'air est la plus pure, eh bien je vous invite à télécharger l'application Plume qui s'appelle P-L-U-M-E Plume Lab. Et en fait vous allez voir, vous cliquez sur vous programmez votre ville et l'application va vous recommander les heures idéales pour faire du sport, que ce soit alors il vous précise si c'est pour faire de la course à pied, du vélo, et va vous recommander la meilleure heure pour aller courir en termes de qualité de l'air. Alors ça, c'est vraiment moi je connaissais pas et je trouve que c'est une application très intéressante. Hein. Moi pour Paris, je vais sur un site très connu des Franciliens, Air Paris, mais c'est vraiment intéressant d'avoir ce type d'outil à disposition parce que avant, très classiquement, on regardait la température, on regardait il va pleuvoir, est-ce qu'il va y avoir du vent, et je pense que cette donnée pollution va devoir vraiment rentrer dans les habitudes des entraîneurs, des coureurs, pour voir quels sont les taux et si vraiment, au-delà de la gêne qu'un coureur pourra avoir, il y a des risques derrière qui sont réels sur la santé et je pense que l'intégrer vraiment dans ces mécanismes de préparation et d'organisation des séances, c'est vraiment fondamental et je trouve ça super qu'on puisse avoir tous ces outils à portée de la main de manière assez simple.
C'est un peu triste effectivement parce que comme tu dis, on regardait la météo et maintenant on doit regarder les pics de pollution parce que c'est vraiment quelque chose qui s'est accentué ces dernières années. Et en plus on en parle beaucoup plus parce qu'avant on en parlait très très peu finalement des pics de pollution. Aujourd'hui c'est beaucoup plus médiatisé. Pas forcément qu'il y en a plus qu'avant aussi, mais c'est parce qu'on en parle plus et c'est une bonne chose parce que la pollution, malheureusement, ça a un impact très négatif sur la santé et la performance des athlètes. Et du coup, si vraiment tu veux pousser un peu plus loin le bouchon, Fred, donc cette application Plume propose aussi un capteur de pollution. Alors c'est assez simple, c'est un petit boîtier que tu viens mettre moi c'est sur mon sac de sport. Voilà, c'est grand comme un porte-clés. D'ailleurs, ça a à peu près la forme d'un porte-clés. Et en fait, ça vient capter la pollution par de là où tu te trouves. Donc si tu te retrouves sur la piste d'athlétisme, tu vas pouvoir capter vraiment à l'heure où tu es, à la minute où tu es, le pic de pollution que tu as eu. Après tu auras un graphique parce que AirParif ça calcule, mais souvent c'est des capteurs qui sont dispatchés, c'est pas forcément très précis à l'endroit où tu te trouves. Et moi par exemple qui fais beaucoup de vélo à Paris, ça m'a permis par exemple de changer mes itinéraires en fonction des routes que je prenais, parce que le soir en fait t'as un tracé un peu comme sur une célèbre application Strava pour ne pas la citer. Et t'as ton tracé de ta journée avec les pics de pollution et tu vas voir quand c'est vert, c'est rouge, c'est jaune et ça te permet peut-être des fois de faire des petits détours sur ton parcours pour avoir des zones qui sont un peu moins polluées et donc tu vas te rendre compte un peu de tout tes déplacements et là où c'était le plus pollué. C'est vraiment, alors c'est un gadget évidemment, mais ça permet quand même d'avoir une bonne connaissance. Des fois cette piste-là elle est très exposée à la pollution, des fois ça fait un peu peur, des fois on se rend compte que l'air est très pur à cet endroit-là. Donc si vous voulez aller un peu plus loin, moi je le fais parce que j'ai des allergies malheureusement. Donc voilà, c'est aussi important pour moi, mais je pense que n'importe qui peut le faire. Et voilà, c'est un petit gadget, ça coûte, c'est pas excessivement cher, mais ça coûte quand même un petit peu de sous. Donc voilà, donc c'est l'application s'appelle Plume et le petit porte-clés qui mesure la qualité de l'air où vous vous trouvez, ça s'appelle le Flow 2, FLOW2, et vous pouvez la trouver sur internet. On vous mettra aussi sur le site internet le lien avec tout ça. Ça c'est très intéressant. Mais du coup, tu nous as dit que tu avais deux petits instants lifestyle. Donc c'est celui-là le deuxième. Ah, c'est le deuxième. Ok. C'est le deuxième, c'est l'application et le petit. D'accord. C'est un 2 en 1 en fait. C'est un 2 en 1 exactement. Ok, c'est parfait, et un 2 en 1 très utile. Donc voilà. Donc vous avez un conseil utile pour votre culture running avec et un conseil utile sur la préservation de votre santé, et ça c'est vraiment important. Écoute Fred, je te ferai essayer. Tiens, peut-être que même pour ton anniversaire, je t'en offrirai un. Comme ça, tu verras un peu sur les pistes d'athlé où tu vas t'entraîner et sur les parcours d'entraînement. Tu verras, c'est très marrant. Après, sur tous nos parcours d'entraînement, on va regarder. Ça mesure vraiment l'air de là où tu te trouves sur tout ton parcours. Tiens, au kilomètre 8, c'est là où il y a le plus de pollution. C'est peut-être là aussi. Peut-être que je peux ralentir, peut-être faire un peu moins d'intensité. Donc, tu vas voir que c'est très pratique dans l'entraînement. C'est quelque chose qui peut avoir du sens quand t'es clairement, oui. Je pense que c'est plus que voilà. On n'est pas dans le gadget, on est vraiment dans la chose très utile, je pense. Oui, parce que du coup, j'en profite, je raconte une petite anecdote. Il y a 2 ans, j'avais fait un 10 km dans le nord de la France qui n'est pas réputé pour sa chaleur, mais c'était en plein mois d'août et il faisait excessivement chaud. On était en pleine période caniculaire et j'ai vu une athlète kenyane. On était en pic de pollution, obligée de s'arrêter parce qu'elle n'arrivait plus à respirer. Alors peut-être que nous on était plus habitués à la pollution, mais j'ai trouvé ça inquiétant. Parce que ça pouvait pas être la chaleur, parce que très concrètement il faisait pas non plus 50 degrés, il faisait 30-35, mais pic de pollution. Et je l'ai vue suffoquer avec les secours autour d'elle, et je me suis dit bon voilà, ça pose question quand même. Voilà, ce jour-là je me suis demandé si j'avais bien fait de prendre le départ. Effectivement, c'est un peu tragique, mais malheureusement, j'ai bien peur que en espérant que les choses évoluent, faut être optimiste, mais que c'est encore des choses qu'on va devoir être confrontés. Merci infiniment, Fred, écoute, pour cet épisode. Et écoute, je te souhaite une excellente semaine, et puis je te donne rendez-vous à lundi prochain. À lundi prochain, merci.